sénateurs. La parole est à Monsieur Loïc Hervé pour 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, une fois encore, pendant cette crise sanitaire, l'Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un accord dans l'examen d'un projet de loi initié par le gouvernement et lié à la situation d'urgence que nous connaissons. Ce ne sont pas moins de 6 textes qui ont été examinés, amendés et adoptés dans les mêmes termes, tout cela dans des délais souvent extrêmement contraints. Nous sommes donc loin de l'image qui est souvent véhiculée dans l'opinion publique et des critiques parfois exprimées par le pouvoir exécutif, jamais par vous, monsieur le ministre, d'un Parlement trop lent ou d'un bicamérisme redondant, voire inutile. Chacune des deux chambres apporte son expertise et améliore les textes déposés par le gouvernement. Sans être aux ordres, le Parlement est conscient de sa responsabilité dans la crise traversée et nous mesurons les enjeux et les contraintes. Sans être aveuglément suiveurs, nous sommes constructifs et nous apportons l'expérience vécue sur le terrain, indispensable à la bonne écriture de la loi et à son adaptation dans une situation qui demande à la fois agilité et réactivité. Dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d'autres mesures urgentes, ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'Assemblée nationale et le Sénat ont partagé les mêmes objectifs de limiter le plus possible le nombre d'ordonnances et donc d'écrire en clair un maximum de dispositions, de mieux encadrer le champ des habilitations restantes et de limiter au maximum également les mesures du texte à des dispositifs dérogatoires en réponse précisément à l'état d'urgence sanitaire. Dans ce cadre-là, le groupe de l'Union centriste a largement apporté son soutien aux propositions de la rapporteure de la commission des lois, Muriel Jourda, et à nos 2 collègues rapporteurs des Affaires sociales et des Finances. Les différentes sénatrices et sénateurs du groupe ont pu aussi apporter leur pierre à la construction législative. J'aimerais rappeler l'adoption en séance et conservée par la CMP d'un amendement du président Hervé Marseille, largement co-signé par mes collègues, et créant l'article 1er octies CA, qui prévoit un report de 6 mois de la caducité des règlements locaux de publicité de première génération au-delà du 14 juillet 2020, soit une fin de validité le 13 janvier 2021 et donc une caducité à partir de cette date. Ce report, qui peut paraître technique, est très utile pour les élus municipaux et je dirais intercommunaux qui ont cumulé confinement et report des élections. Il sécurise juridiquement leurs décisions et permet aussi à ceux qui viennent ou qui vont être élus de prendre leur marque. Un autre article, toujours à l'initiative du président Hervé Marseille, permet de prévoir là aussi un report, celui au premier semestre 2021 des élections des conseils régionaux et du Conseil national de l'Ordre des architectes, initialement prévu à l'automne 2020. J'aimerais souligner également l'ajout de l'article 1er septies C à l'initiative de Laurent Lafont et de Michel Canevette. Il prévoit le report de certains chantiers de loi relatives à l'organisation et à la transformation du système de santé, en particulier celui d'une année de la réforme du second cycle des études médicales, ainsi que le décalage à la fin mars 2021 du terme de l'habilitation relative au statut de praticien hospitalier et le report à fin mars 2021 de la publication des ordonnances approfondissant la réforme des GHT. Le Ségur de la santé, actuellement en cours, pourra ainsi permettre d'éclairer les mesures à prendre dans ce cadre. Par ailleurs, je souhaite mentionner l'adoption d'un amendement de Valérie Létard et des collègues du groupe à l'article 1er permettant de préciser l'une des rares habilitations restant dans le texte afin de tenir compte de la situation particulière des secteurs de l'hôtellerie, restauration, événementiel, fermés depuis le 15 mars, ainsi que celle des entreprises qui les approvisionnent et les plus dépendantes de ces secteurs, notamment l'amont grossiste. En outre, je dois me faire cet après-midi le relais de nos collègues de la Polynésie française, pour 2 raisons bien particulières et très liées à leur territoire. Tout d'abord, l'article octies E relatif au statut des agents contractuels en Polynésie française, supprimé en commission à l'initiative de Lana Tetuanui, a été rétabli dans une rédaction de compromis en reportant uniquement de 6 mois la réforme du statut de ces agents contractuels. Ensuite, l'article 2 ter, concernant l'harmonisation du traitement des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, a été rétabli en CMP. Il nous a beaucoup interrogés ici, en séance, et a été supprimé car il suscitait une certaine sensibilité chez les victimes de ces essais. Néanmoins, notre collègue Lana Tetuanui s'est beaucoup investie dans ce régime d'harmonisation et nous l'avions déjà tous suivi lors du projet de loi ASAP. Enfin, je me félicite avec ma collègue rapporteure Catherine Di Folco d'avoir fait adopter
un amendement permettant la neutralisation des effets de l'état d'urgence sur la transformation de CDD en CDI dans les 3 versants de la fonction publique. En conclusion, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, les sénateurs et sénatrices du groupe de l'Union centriste voteront en faveur du texte établi par la commission mixte paritaire sur ce projet de loi. Je vous remercie. Merci.